Écoutez, on va reprendre cet après-midi avec nos sessions qui ont été un peu bousculées suite à ce problème de transfert de fichiers qu'on a eu en début d'après-midi. Donc là, on va commencer par la discussion concernant la RCP. Et ensuite, on va enchaîner avec les présentations sur la douleur qu'on n'a pas pu présenter du docteur Amélie Levesque ensuite. Donc là, c'est une table ronde en fait concernant la RCP de pelvipérinéologie. Donc c'est une table ronde qu'on va animer ensemble avec le professeur Cosson et le professeur Gamay. Donc l'intérêt de la RCP sont clairement démontrés pour standardiser les soins, pour améliorer et optimiser la qualité de la prise en charge. Plusieurs études ont démontré que la RCP permettait de réduire la durée d'hospitalisation et de réhospitalisation et aussi l'amélioration de la prise en charge des cas complexes, surtout en absence de recommandations de bonne qualité. Ces études sont essentiellement des études en oncologie et en quelques maladies chroniques comme les maladies inflammatoires du côlon ou l'hypertension. Et il y a eu peu d'études sur les RCP liées à la pelvipérinéologie. Les RCP en pelvipérinéologie, ça fait déjà quasiment 10 ans que c'est clairement recommandé au Royaume-Uni, alors qu'en France, l'organisation et le type de dossier à discuter n'est pas actuellement aussi clairement défini que dans le NICE au Royaume-Uni. Donc, je vais vous présenter rapidement ce qui se fait au Royaume-Uni, où là, chez eux, le NICE a clairement défini une organisation territoriale des RCP avec une RCP locale qui doit être constituée au minimum de 2 gynécologues obstétriciens seniors avec une expertise en pelvipérinéologie. Et le NICE dit l'expertise en pelvipérinéologie, il faut au moins 50% d'activité liée à l'urogynéco ou la pelvipérinéologie. Au sein de cette RCP locale, il y aura aussi une infirmière spécialisée en urogynéco et un spécialiste de ce qu'ils appellent physiothérapeute ou kinésithérapeute. Et l'autre niveau d'RCP, c'est la RCP régionale, où là, il faut obligatoirement un spécialiste en urogynécologie, en sachant qu'au Royaume-Uni, cette subspécialité existe, avec un parcours bien défini. La présence obligatoire d'un urologue, d'une infirmière spécialisée en urogynéco, d'un ou d'une kinésithérapeute, d'un radiologue, d'un chirurgien colorectal et d'un spécialiste de la douleur. Donc, ce qui fait que, en fonction du type de RCP, local ou régional, les dossiers à discuter ne seront pas les mêmes. Pour la RCP locale, qui correspond à une RCP soit dans une clinique ou dans un centre hospitalier général, toute prise en charge chirurgicale d'incontinence urinaire d'effort doit être discutée. Tout traitement invasif pour l'hyperactivité vésicale, par exemple pour les injections de toxines, doit être discuté. Toute chirurgie de prolapsus doit être discutée et c'est peut-être ça qui est un peu différent de ce qui est proposé en France. Et toute prise en charge non invasive pour l'incontinence, l'hyperactivité ou le prolapsus, nécessitant une expertise multidisciplinaire, soit kiné ou proctologue, doit être discutée en RCP local. Par contre, en RCP régional, c'est plutôt des cas compliqués de récidive ou des cas où le traitement ne serait pas disponible dans l'hôpital périphérique ou la clinique, en cas de présence de troubles anorectaux, mais aussi dans tous les cas de complications de prothèses ou de symptômes inexpliqués.
il y a eu des études qui ont évalué ce type de RCP au Royaume-Uni, avec, comme vous voyez, ce travail publié récemment en 2020 qui retrouvait un nombre moyen de 7 participants, environ 123 cas discutés par an, environ 10 dossiers discutés à chaque RCP mensuel, l'âge moyen des patientes étant de 55 ans. Dans plus de 60% des cas, les patientes étaient référées pour une prise en charge primaire et dans la majorité des cas, c'était pour l'incontinence urinaire et essentiellement pour les indications de toxines. Et il n'y a eu que 8% pour prolapsus. Les résultats de la RCP, dans un tiers des cas, la RCP a quand même permis de modifier la prise en charge, dans 34% des cas pour proposer d'autres investigations complémentaires et dans 30% des cas, la patiente a dû être référée vers d'autres spécialités avant prise en charge. Et dans cette publication, il manquait toutes les indications de prolapsus. Comme vous l'avez vu, au Royaume-Uni, en 2013, il y a eu une première publication du NICE qui recommandait la RCP. Il y a eu une mise à jour en 2019 qui avait élargi les indications de présentation de dossiers en RCP. Mais même avec cet élargissement des indications, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de preuve formelle d'une amélioration objective de la qualité de la prise en charge en systématisant la présentation des dossiers en RCP. Donc en France, les recommandations sont apparues un peu plus tard, donc 2013 au Royaume-Uni, et la première publication, le premier décret date d'octobre 2020 concernant la bandelette, la mise en place de la bandelette susurétrale. Donc ce texte, cet arrêté proposé décrivait bien qu'il fallait un bilan complet, bien informer les patientes, mais que toute pose de bandelette devait être validée en RCP et avec nécessité forcément de l'accord de la patiente, mais aussi nécessité d'un délai de réflexion et que la décision de la RCP soit aussi transmise à la patiente, ce qui a nécessité de modifier nos façons de travailler. L'autre élément qui était publié dans l'arrêté, c'est la nécessité pour le chirurgien devant poser des bandelettes d'avoir participé à au moins 15 poses sous l'encadrement d'un chirurgien expérimenté et ensuite justifié d'une pratique régulière qui n'a pas forcément été normée, avec nécessité de pouvoir réaliser une cystoscopie en péropératoire, la traçabilité du dispositif, mais aussi l'obligation d'une visite post-opératoire à 1 mois post-op et à 1 an. Et après, forcément, en cas de complications et de récidive, il fallait rediscuter du dossier en RCP. Ensuite, en mai 2020 est apparu les recommandations de l'HAS où un peu plus de spécificité a été émise par rapport à l'équipe devant constituer la RCP avec au minimum un urologue et un gynécologue obstétricien. Et il était aussi spécifié que tout prolapsus génital complexe, donc c'était quand même un petit peu vague, associant des échecs, des récidives, des douleurs chroniques, des cas de discordance entre les plaintes de la patiente et l'examen clinique, des situations incluant l'association de plusieurs dysfonctions pelviennes devaient être présentées à ces RCP et aussi en mai 2021, l'utilisation des prothèses voix basse n'était plus autorisée, mais par contre, en cas d'essai clinique de mise en place de prothèses voix basse, ces prothèses devaient être validées, la mise en place de ces prothèses voix basse devait être validée en RCP. Donc dans la suite,
quelques mois après, en septembre 2021, un nouveau décret concernant les implants à poser par voie haute et publié dans le journal officiel exactement le 22 septembre 2021, où là, il était recommandé que toute pose de prothèse par voie haute, donc promontofixation, il fallait les faire valider en RCP avec une équipe multidisciplinaire comprenant au minimum un gynécologue obstétricien et un urologue. Et ensuite, en fonction des besoins des cas à discuter, il fallait associer un kinésithérapeute, un proctologue, un chirurgien viscéral si besoin. Et toujours la même procédure avec nécessité de bien informer la patiente et aussi que la décision de la RCP soit transmise à la patiente. Concernant la formation du chirurgien, là c'est quand même moins normé que pour la pose de la bandelette. Ce qui est noté, c'est tout simplement l'obligation d'une formation théorique et pratique et justifiée d'une pratique régulière, mais pas forcément de seuil, de nombre de cas à faire sous encadrement et après un nombre de cas à faire en pratique régulière. Toujours la nécessité de tracer le dispositif à poser, visite post-opératoire obligatoire à 1 mois et ensuite une visite à 1 an. Et là, dans le décret, la visite à 1 an n'est pas obligatoirement effectuée par le chirurgien. Ça peut être fait par ce qu'eux, ils appellent dans le texte un professionnel de premier recours. Donc ça peut être le médecin généraliste ou un gynécologue qui n'a pas opéré la patiente. Sinon, dans les textes, c'est à l'ARS en fait qui doit aussi fixer la liste des établissements qui répondront à ces critères et qui seront autorisés à ces types de chirurgie, que ce soit bandelette ou pose de prothèse par voie haute. Et l'ARS devait aussi s'assurer du contrôle de bonnes pratiques de ces établissements. Donc il n'y aura pas un contrôle spécifique d'une personne, mais des établissements qui seront autorisés à réaliser ces types de chirurgie. Et forcément, en cas de récidive, complications ou complications liées aux prothèses, les dossiers devant être discutés en RCP. Donc pour conclure, les dossiers à présenter, les 3 dossiers essentiels seraient pour toute pose de bandelette susurrétrale, pour toute pose d'implant de prothèse par voie haute et tout dossier complexe de récidive, de complications, de douleurs et en cas de discordance clinique entre les symptômes et l'examen clinique. Il nous reste à valider la pertinence de ces dossiers à discuter. Est-ce que le fait de les staffer, il y aurait un intérêt véritable? Ça nécessite, comme l'ont fait les Anglais, évaluer nos RCP pour valider la pertinence de ces RCP. L'arrêté du 23 octobre précise que l'ARS devait contrôler que les critères sont bien respectés. Et donc, il y aurait éventuellement des contrôles de l'ARS. Mais en tout cas, en France, le type d'organisation territoriale est actuellement pas clairement défini. Et aussi, il n'y a aucun moyen supplémentaire, financier ou personnel, qui a été validé pour l'organisation de ces RCP, contrairement à d'autres filières de soins. L'oncologie, par exemple, il y a un financement spécifique pour l'organisation des RCP au niveau territorial. Et là, récemment, pour l'endométriose aussi, il y a un financement qui est dédié pour la coordination des soins et pour le déploiement des RCP dans les hôpitaux d'un territoire donné. Alors que pour la pelvipérinéologie, on a les textes, mais on a là actuellement probablement pas suffisamment de moyens pour pouvoir assurer ces RCP sur tout notre territoire.
Donc voilà ce que je voulais vous dire avant de passer la parole aux autres membres de la table ronde. Bon, ce qu'on pourrait peut-être ajouter dans ce que tu nous présentes, il y a finalement quand même 2 niveaux de RCP. Une RCP qu'on pourrait dire locale, uro plus gynéco, et c'est les dossiers pour l'instant uniquement de bandelettes sous-urétrales et les dossiers de promonto isolés qu'il faut présenter. Et puis il y a un autre niveau qui sont les récidives, les cas complexes. Moi, ce qui me frappe, c'est que ça va de soi que dans une RCP dans laquelle on verrait les cas complexes, dans notre RCP, on coupe en deux notre RCP en ce moment. On voit avec l'urologue simplement les dossiers de bandelettes et de promonto, c'est des validations sur fiches de dossiers qui ne sont pas très intéressantes à faire. Quasiment il faut bien juste le dire. comme un enregistrement. Et ensuite, on a avec nous, et je pense qu'on a besoin dans des RCP plus complexes, d'avoir un algologue, un radiologue, un gastro-entérologue médical, d'avoir une gynécologue médicale, d'avoir une sexologue quand on peut, un rééducateur, etc., etc. Je veux dire, il n'y a pas tellement de limites d'ailleurs à qui on peut adjoindre. Ça, c'est l'idéal, serait d'avoir des gens de toutes les spécialités, mais c'est compliqué de les avoir de façon très régulière. Donc ça, c'est un niveau un peu plus régional finalement, si on peut dire, de RCP, et qui est beaucoup plus complexe. Donc ça, je trouve que c'est mal détaillé à la fois par l'HAS dans les recommandations, mais aussi dans les décrets qu'on a pu avoir. Ouais. Et puis les dossiers à présenter, il est aberrant, mais je me tourne vers Xavier, que le sphincter artificiel n'ait pas besoin d'être présenté alors qu'on présente une bandelette, que les ballonnets périurétraux ne le soient pas non plus, qu'une chirurgie complexe récidivante de voie basse ne le soit pas. Enfin, c'est pas logique, quoi. Non, exactement. La grosse problématique, en fait, c'est qu'on a pris le système à l'envers. C'est que vraiment une RCP, on doit partir d'une pathologie, d'un symptôme, d'un problème, d'un dysfonctionnement, et pas partir d'un dispositif médical ou d'une technique chirurgicale particulière. Et c'est là que ce qui ne va pas. C'est-à-dire que la RCP, aujourd'hui, la loi nous impose de passer la bandelette ou la promontofixation, mais pas la voie basse, par exemple, puisqu'il n'y a plus de dispositif, pas la voie basse, ouais. ce qui est une ineptie, puisqu'en fait, au moment de la RCP, on devrait plutôt discuter si on fait une voie haute, une voie basse, par quel type de technique par voie basse, etc., etc. Et c'est ça le problème. Et donc, en fait, je pense qu'il faut qu'on soit plus malin que le texte et aller plus loin et effectivement discuter tous les cas, et en particulier les cas complexes. Ça, c'est très clair. C'est cela. Et d'ailleurs, nous, initialement, Société Savante, c'est ce qu'on avait demandé aux tutelles. On avait repris le texte, on avait dit non, nous, on veut que ce soit que les cas complexes, les récidives, les irradiés, etc., les neurologiques, etc. Et les cas simples, on ne les passe pas, ou éventuellement de l'enregistrement, comme tu dis. Eh bien non. Et en fait, c'est surtout pour 2 raisons. Un, c'est sous la pression médiatique que ça a été fait, parce qu'en réalité, le gouvernement a voulu se protéger par rapport à Cache Investigation et tout ce qui a été relayé dans les médias, et ça n'a été que ça. Et deuxièmement, c'est l'association de patientes, et on va même aller plus loin, c'est l'association de victimes de complications. Donc en fait, c'est 2,5% des patients traités qui ont eu des complications, qu'on déplore évidemment, qui ont fait une généralité pour 97,5% des autres patients. Et c'est ça le problème, avec effectivement les limites organisationnelles, de temps, de coûts, comme ça a été répété. Voilà. Alors, effectivement, allons plus loin, soyons plus vertueux et passons en fait tous les dossiers, et surtout par rapport à la pathologie, plus que par rapport au dispositif. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est bénéfique pour les patientes, mais aussi pour nous. Ça nous aide dans notre apprentissage en contact avec d'autres spécialités. Après, on se soutient aussi mutuellement entre collègues dans nos décisions. Mais en contrepartie, on doit trouver du temps, beaucoup plus de temps, et il n'y a que 24 heures dans une journée. Mais on doit trouver du temps, mais aussi, on n'a souvent pas de personnel supplémentaire pour la coordination, pour l'organisation de ces RCP. On faisait déjà des RCP complexes, nous, par exemple. Tous nos dossiers complexes, on les passait avec une RCP assez compliquée, avec plein de gens différents, de milieux différents, et on s'est vu rajouter toute une flopée de dossiers totalement inintéressants qu'il faut juste valider en RCP et qui ne servent pas à grand-chose. Je ne sais pas quelle est votre expérience et s'il y a des remarques ou des questions dans la salle à propos de ces questions de RCP. Laure, une petite question. C'est une remarque un peu énervée. C'est-à-dire que la Haute Autorité de Santé, aujourd'hui, elle met en exergue le fait qu'il faut que le patient soit au centre de la prise en charge. Et là, ce n'est pas le patient qui est au centre de la prise en charge, c'est la responsabilité de l'État.
Et c'est vraiment incroyable de ne pas avoir vu ça, en fait. Qu'on n'ait pas réussi, nous aussi, Société Savante, à faire valoir le fait qu'il fallait laisser la patiente au centre de la prise en charge. Bon, de toute façon, comme disait Jean-François Hermieux, c'était soit ça, soit on posait plus de bandelettes. Donc ils avaient un moyen de pression relativement fort. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi comme toi, je fais des RCP que je divise en deux. La patiente n'est pas du tout au centre de la prise en charge pour mes 10 premiers dossiers. C'est juste le dispositif médical et la responsabilité de l'État. Et après, je m'attaque à ma RCP. Ça me prend du temps. En plus, moi, j'envoie des comptes rendus de RCP. Je n'ai pas de secrétariat, je le fais moi-même. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, j'y passe 2 heures et j'ai sans aucun bénéfice ni pour le patient, ni pour moi, ni pour personne. Juste pour protéger l'État qui labellise un dispositif. Oui, on n'a rien à rajouter. Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Ouais, c'est tout à fait vrai. Et on va même aller plus loin, c'est-à-dire que nous, initialement, on a fait des fiches types qui n'ont pas été montrées là, mais que vous pouvez trouver sur les sites des différentes sociétés savantes. Et alors, elle a été faite pour les bandelettes. Pour le moment, pour la Promonto, elle est en cours d'établissement. On ne l'a pas encore. Mais où on avait même imaginé qu'en fait, en cliquant tout oui ou tout non, eh bien, hop, ça validait automatiquement. Eh bien, la Haute Autorité de Santé nous a dit, la DGS, pas autorité, la DGS nous a dit que ce n'était pas possible, il fallait que ça soit discuté et qu'on ne peut pas faire un truc automatique d'enregistrement. On a quand même eu une réunion avec des associations de patientes qui étaient des gens qui, c'était intéressant d'écouter, hein, mais c'était 2 femmes qui avaient eu des complications de prothèses de Promonto et qui voulaient faire interdire les prothèses de Promonto. Et donc, c'est pas ce qu'on appelle des associations de patientes. On a besoin d'avoir des collaborations avec des gens qui ont une vision un peu plus générale et qui pensent aussi à l'intérêt des gens qui vont bien et pas uniquement à faire interdire des produits qui peuvent donner des complications. À ce titre-là, dans ce cas-là, on interdit tous les dispositifs médicaux et même la chirurgie non prothétique parce qu'il y a un pourcentage non négligeable de complications avec nos fils simplement ou avec d'autres dispositifs. Est-ce qu'il y a une question supplémentaire ou une remarque ? Oui, attendez, on vous passe le micro parce que sinon on ne peut pas entendre. Moi, c'est une remarque parce que je trouve que les RCP, ce n'est pas inutile du tout, au contraire, mais elles se multiplient. Moi, je fais RCP de cancérologie, RCP d'endométriose, après il faudra faire RCP d'urogyné. On ne peut pas assumer. Je ne suis pas dans un grand CHU, je suis à la Martinique où on a 350 000 habitants. Donc, on fait tout. On n'a pas une spécialité, on fait tout. Et si on a des RCP pour tout, ben, je ne sais pas comment on fera. Qu'on discute avant des prises en charge chirurgicales de façon un peu multidisciplinaire ou même simplement avec nos radiologues et qu'on relise les clichés ou des choses, moi je trouve ça utile. Et d'ailleurs, souvent, c'est des RCP qui sont faites dans les services parce qu'elles rendent service à la patiente au bout du compte. Ce qui est dommage, c'est de devoir rajouter des contraintes, je dirais, un peu administratives, un peu inutiles, qui se rajoutent dans notre vie de tous les jours. S'il n'y a pas d'autres... Il faut faire des RCP à bon escient et pas faire des RCP sur tout, c'est tout le problème, effectivement. Et puis maintenant, c'est les cas les plus simples, le petit kyste de l'ovaire basique, on n'est pas obligé de le passer en RCP, un kyste avec des végétations où on se demande ce qui se passe, et bien évidemment qu'on a intérêt à aller relire les clichés avec nos radiologues. Donc il faut être capable de trier les choses intéressantes ou non. Est-ce que vous avez... Il est clair, et il est clair qu'aujourd'hui on travaille et on pousse beaucoup pour qu'il y ait une valorisation de tout cela. Il y a une valorisation déjà en cancérologie qui existe, donc il faut que ce soit la même chose dans les autres domaines. Et on sait que dans le cadre, en tout cas, de la télé-expertise, aujourd'hui, c'est en train d'être évalué. Et ils vont voir justement s'il y a une valorisation possible et quel niveau de valorisation. Donc on pousse, ça avance, ça va mettre du temps parce que ça met toujours beaucoup de temps dans ce pays. Mais on va y arriver progressivement à avoir une valorisation, même si elle est symbolique, en tout cas, qui existera. Oui. Justement, qu'on est dans les petits centres, enfin, là, il est précisé un gynécologue et un urologue au minimum. Quelles que soient ses compétences, enfin... Et la réponse, c'est oui. Et pour blaguer, la semaine dernière, j'ai fait une présentation où on discutait justement de ça. Et je disais que je faisais ma RCP avec mon collègue gynécologue spécialiste du sein droit. Et c'est exactement ça. Parce que, voilà, effectivement, c'est pas spécifié que ce soit un gynécologue spécialisé là-dedans. D'ailleurs, comment d'ailleurs on peut évaluer que X ou Y est vraiment spécialisé? Alors les Anglais, ils disent que parce que par rapport à les seuils d'activité, ça on peut en discuter. Mais le problème, c'est qu'en France, on n'est pas capable de déterminer les seuils d'activité par individu. Puisque c'est les ARS qui doivent surveiller et que les ARS, elles peuvent donner uniquement des seuils par établissement.
Donc c'est pour ça. Alors maintenant, pour travailler plus loin, il y a aussi, et je crois qu'il faut le développer, et c'est ce que tu as montré, c'est les RCP régionales. Et ça, clairement, aujourd'hui, avec la vidéo, etc., la visio, il faut vraiment développer ça et travailler dans ce sens-là. Et ça sera valorisé probablement beaucoup plus rapidement que les RCP locales entre nous dans un établissement. Oui, dans le texte du NICE, c'est clairement spécifié gynécologue obstétricien, mais avec plus de 50% d'activité en uro-gynéco, alors que dans le décret français, ce n'est pas spécifié. Ils ont l'avantage ils ont un avantage en Angleterre, c'est que c'est 80% du NHS sur le territoire, donc en fait, ils ont exactement l'activité de chacun. Donc en fait, c'est comme si c'était la PHP qui regardait pour tous ses praticiens et qui savait exactement quel nombre d'interventions pour prolapsus faisait tel gynécologue et quelle intervention pour l'ovaire faisait tel autre gynécologue. Voilà. Là, c'est parce que c'est un seul système unique. S'il n'y a pas d'autres remarques, on va peut-être arrêter cette petite table ronde sur les RCP. Vous m'entendez là, si je parle comme ça dans le micro, c'est bon? Donc, c'est un remerciement du bout des lèvres pour l'invitation à parler du sujet de la sexualité en post-opératoire, parce que c'est un sujet pas évident. En fait, il va falloir se baser sur l'évaluation fonctionnelle du retentissement du prolapsus et sur l'altération de la qualité de vie qu'il induit, en recherchant quel est l'état de base de la fonction sexuelle des patientes qu'on opère et comprendre quels sont leurs objectifs en matière de sexualité. Et en préambule, en fait, je peux vous dire que le but sexuel est celui qui est le moins souvent atteint. La sexualité, c'est une préoccupation humaine depuis l'origine du monde et c'est devenu une préoccupation en médecine relativement tardivement, au début du XXe siècle, avec l'apparition de la dysfonction sexuelle dans la classification internationale des maladies. C'est une préoccupation médicale en gynécologie et en urologie parce qu'il y a l'impact de la grossesse et de l'accouchement sur la sexualité, l'impact des traitements hormonaux, ça a été beaucoup évoqué dans la fin des années 90, et puis l'impact de la chirurgie, avec notamment l'impact de la chirurgie du prolapsus sur la sexualité, qui a fait l'actualité un peu de notre spécialité chirurgicale dans cette première partie du XXIe siècle. Donc effectivement, la classification internationale des maladies reconnaît la dysfonction sexuelle avec sa double composante, à la fois l'atteinte par des paramètres somatiques qui peut concerner les deux partenaires et aussi les paramètres psychologiques avec tout ce qui touche les paramètres psychologiques, et ce sera abordé, je pense, dans le topo suivant, donc je ne m'étends pas. Ce qui est intéressant, c'est que dans la population générale, quand on regarde les enquêtes qui ont été faites sur des groupes de personnes non malades, qu'on n'opère pas de prolapsus, qui ne sont pas atteintes de prolapsus, on a déjà une dysfonction sexuelle qui est relativement importante. Et quand on s'intéresse à la fréquence des relations sexuelles, par exemple, on voit que la fréquence des relations sexuelles est moins fréquente après 70 ans, mais elle concerne aussi les personnes plus jeunes, ainsi que, par exemple, le rôle de l'orgasme dans la satisfaction sexuelle, qui ne doit pas être systématique pour un certain nombre de patientes, etc. Donc il faut quand même comprendre que la dysfonction sexuelle, c'est quelque chose de relativement général, et il faut savoir quel est l'état de base de nos patientes avant de les opérer pour pouvoir juger ensuite du résultat. Donc, si une patiente a une sexualité active, il faut poser la question, est-ce que la sexualité est active en préopératoire? Bon, ça, je pense que tout le monde le fait. Si elle a une sexualité active, il faut savoir si elle la juge satisfaisante. Et si elle la juge non satisfaisante, il faut comprendre pourquoi. Donc, il faut aller assez loin quand même dans l'exploration de la dysfonction sexuelle. Et si elle la juge satisfaisante, je vous ai mis un point d'exclamation un peu attentif, parce que ce sont des patientes pour lesquelles il va falloir avoir une attention particulière pour ne pas détériorer quelque chose qui est jugé satisfaisant. Ce sont sans doute les patientes les plus à risque.
si elles n'ont pas d'activité sexuelle en préopératoire ou avant qu'on traite leur prolapsus, il faut aussi savoir pourquoi. Est-ce que c'est lié au prolapsus ? Est-ce que c'est l'impact du prolapsus qui fait qu'elles ont une sexualité non active ? Ou est-ce qu'il y a des facteurs exogènes, soit somatiques, soit psychologiques, qui interfèrent et qui sont la raison de l'absence d'activité sexuelle ? Donc on voit là ici en préopératoire dans cette étude qu'il y avait quand même un certain nombre de patientes qui avaient déjà une dysfonction sexuelle préopératoire avec 12,5% de dyspareunie, de douleurs percoïtales pour 20% d'entre elles, des troubles de la libido, des troubles de lubrification et des troubles aussi dans l'atteinte de l'orgasme. Tout ce qui était lié au prolapsus, donc on va dire la dyspareunie liée au prolapsus, a été résolu par la chirurgie, puisque le prolapsus a été résolu. En revanche, il y a une amélioration de la libido, peut-être par l'amélioration de l'image de soi, mais il y a un certain nombre d'items qui n'ont rien à voir avec le prolapsus, qui n'ont pas été améliorés par la chirurgie du prolapsus. On retrouve la même chose dans cette étude de Anda, où les femmes qui étaient non sexuellement actives, parce qu'elles avaient une sensation de boule qui les gênait pour avoir des rapports sexuels, il y en a une grande proportion d'entre elles qui sont devenues sexuellement actives en post-opératoire avec la disparition de cette boule. En revanche, quand c'était pour une autre raison, il n'y en a que 19,4% qui sont redevenues sexuellement actives après la chirurgie du prolapsus. Donc ça, c'était un tableau pour essayer de bien analyser les choses en préopératoire et savoir ce que l'intervention va pouvoir amener. Elle va pouvoir amener des choses bénéfiques et des choses moins bonnes. Donc les facteurs préopératoires sont ici au milieu. Je ne sais pas si vous voyez la flèche, oui. Donc il faut comprendre quelle est la raison de l'altération de la sexualité: incontinence urinaire, altération de l'estime de soi, béance, douleur, perte de la sensibilité, âge, ménopause, autres, c'est tous les facteurs psychiques exogènes. La chirurgie va pouvoir en bleu améliorer un certain nombre d'items, en faisant disparaître l'incontinence urinaire si elle a été traitée, en améliorant l'image de soi, en faisant disparaître les sensations de béance si la béance a été traitée, en supprimant l'obstacle. Et ça va avoir une incidence sur les facteurs de la sexualité, améliorer le désir, améliorer l'envie sexuelle, améliorer l'excitation et l'orgasme. En revanche, ça peut avoir aussi des effets délétères si ça génère des douleurs, et par ce biais-là, par le biais des douleurs, générer un trouble de l'excitation et un trouble de l'orgasme. Donc après, on va analyser, je vais vous montrer quelques études pour l'analyse de la littérature sur les différentes chirurgies et leurs résultats sur la fonction sexuelle. Mais en préambule, je voudrais simplement mettre un bémol sur l'analyse de la littérature qu'on a faite récemment avec la HAS pour les futures recommandations qui vont apparaître. Et c'est extrêmement difficile aujourd'hui d'avoir une interprétation fiable des études qui ont été faites sur le prolapsus en matière de sexualité. Parce qu'il faudrait qu'il y ait à chaque fois, dans chaque étude, la mention de nombre de patientes sexuellement actives en préopératoire, nombre de patientes qui sont sexuellement actives en post-opératoire, mais aussi qui ont changé, qui ont fait des crossovers, qui n'étaient pas sexuellement actives et qui le sont devenues, ou qui étaient sexuellement actives et qui ont arrêté d'être actives. Parce que c'est très important de savoir finalement pourquoi est-ce qu'il y a eu ces crossovers. Après, la raison de l'absence de sexualité n'est pas toujours mentionnée. On devrait pouvoir savoir pourquoi elles ont arrêté d'avoir des rapports sexuels, puisque pour certaines d'entre elles, c'était simplement l'absence de conjoint en post-opératoire. Les questions doivent être orientées par rapport à la chirurgie pour essayer d'établir un lien entre la chirurgie et la dysfonction sexuelle. Les gestes associés à la chirurgie doivent également être mentionnés parce qu'ils peuvent avoir un impact. Et il faudrait que dans toutes ces études, la période idéale pour évaluer la sexualité soit comprise entre 6 et 12 mois et pas juste en post-opératoire précoce, puisque la reprise de l'activité sexuelle ne se fait pas précocement. Et finalement, il y a très très peu d'études qui répondent à ces critères. Et Brigitte Faton et d'autres Français qui ont travaillé là-dessus ont établi un questionnaire spécifique qui est publié depuis 2020
et qui reprend tous ces items-là. Et finalement, on devrait utiliser ce questionnaire spécifique en post-opératoire. Ce serait bien plus utile que les questionnaires qu'on a utilisés jusqu'à présent. Donc l'impact des traitements non chirurgicaux sur la sexualité, en gros, sont les PCR, et en fait, ils ont un impact moins bon que la chirurgie, vous le voyez ici, avec seulement 30% d'amélioration avec le PCR versus 62,5% avec la chirurgie. Et ça, c'est parce qu'en fait, tout ce qui est image de soi n'est pas corrigé par le PCR. L'idée de mettre un PCR, de le retirer ou de porter un PCR, tout simplement, ça rappelle quand même la patiente au fait qu'elle a une dégradation de son image et que ça peut la gêner, donc ça peut la gêner dans sa vie sexuelle. Pour la chirurgie, quelle que soit la chirurgie, le risque sur la sexualité est dominé par la dyspareunie, de novo, la dyspareunie qui n'existait pas avant et qui va apparaître après. Cette dyspareunie, on a pensé qu'elle pouvait être associée, liée, soit à une diminution de la longueur vaginale totale, soit à une diminution de la taille de l'orifice vulvaire quand on fait justement, comme on l'évoquait tout à l'heure, des myographies, soit à une complication spécifique d'un matériel synthétique, soit à une modification de l'axe vaginal. Et là, il y a eu des études, en fait, notamment de Goldberg, sur l'axe vaginal en fonction du type de chirurgie réalisée. La publication que je vous montre là, elle date un peu, parce qu'elle date de 2000, et en fait, elle montre qu'entre patientes qui ont eu des dyspareunies post-opératoires et patientes qui n'en avaient pas, il n'y avait pas de différence significative sur la taille de l'introïtus, qui était mesurée avec l'écartement du spéculum jusqu'à ce qu'il y ait de la douleur, la longueur vaginale totale, qui était mesurée avec 1 cm, et voilà. Donc il n'y avait pas en fait de différence, notamment sur la longueur et la taille de l'orifice. Pour ce qui est donc réparation vaginale autologue, quel est l'impact de cette réparation sur la sexualité? Donc quand on compare la sacrospinofixation postérieure à l'applicature des ligaments utérosacrés, il n'y a pas de différence sur la sexualité, avec globalement une sexualité de novo qui est la même dans les deux groupes. Quand on a une hystérectomie associée, ça a été regardé donc, dans cette étude-là de Tollener, il n'y a pas de risque d'altération de la sexualité en post-opératoire si on associe ou non une hystérectomie. Pour la réparation prothétique par voie vaginale, il y a une méta-analyse qui a été publiée en 2009 par Brigitte Faton. En fait, il n'y a que 2 articles qui répondent aux critères d'évaluation de la sexualité avec des questionnaires spécifiques. Et on retrouve un taux de dyspareunie de novo de l'ordre de 10%. Vous voyez, c'est entouré en rouge. Avec cependant dans ces séries-là un taux d'exposition prothétique qui était relativement important et on peut penser que la dyspareunie de novo était quand même liée à l'exposition prothétique. Par la suite, il y a eu d'autres études qui ont montré un taux de dyspareunie de novo un peu moins élevé, avec donc, dans l'étude de Racola en 2017 sur des Upholt, 8% d'aggravation de dyspareunie, mais 12,5% de résolution de la dyspareunie. Et dans l'étude de 2019 sur les ProLift, il y avait un score sexuel inchangé et un taux de dyspareunie qui était inchangé. Par contre, on ne mentionnait pas la dyspareunie de novo, donc on ne pouvait pas trop interpréter celles qui n'avaient aucune dyspareunie, quel était le pourcentage d'entre elles qui avaient eu des dyspareunies en post-opératoire. Et dans une étude qu'on avait fait chez nous sur des Elevate, on avait 8,4% de dyspareunie de novo et on avait regardé l'imputation à la prothèse dans 5% des cas. Pour la réparation abdominale prothétique, l'étude de Hand a montré 14,5% de dyspareunie de novo, sachant que des femmes qui étaient douloureuses avant avaient une disparition de leur douleur en post-opératoire. Donc il y avait quand même globalement une amélioration de la sexualité, mais ce qui est embêtant, c'est celles qui n'avaient aucune douleur et qui sont devenues douloureuses après. Sur les autres paramètres sexuels, il n'y avait pas de changement sur la libido et l'excitation, mais un PISC 12 qui était donc un score d'évaluation qui était globalement significativement amélioré. Et là, dans cette méta-analyse de Antosh en 2020,
on voit un taux de dyspareunie relativement élevé, mais moins élevé en post-opératoire qu'en préopératoire, avec un taux de dyspareunie de novo en cas de chirurgie abdominale prothétique de 6%. C'est une méta-analyse, et donc avec plusieurs études et un nombre de patientes important. L'impact du colpoclésis sur la sexualité, donc le cloisonnement vaginal, on va dire que normalement on ne devrait même pas se poser la question, mais quand même, c'est une petite série, mais ça m'a interpellée parce qu'on a 2 regrets sur 20 patientes, ce qui fait 10%. 10% de regrets sur la sexualité, ou même sur l'image négative de soi et le schéma corporel. La comparaison des différentes procédures, voix haute, voix basse entre elles sur la sexualité post-opératoire n'a pas permis de montrer de différences significatives sur les scores sexuels, avec dans l'essai Prosper un peu plus de dyspareunie ou de apareunie à cause de la douleur dans le groupe mèche vaginale. Donc, de façon générale, c'est quand même l'idée que se fait de la patiente de la chirurgie sur sa sexualité qui est le facteur le plus prédictif d'une sexualité épanouie ou non en post-opératoire. Si elle a une sexualité de base qui est épanouie, mais qu'elle est altérée à cause d'un trouble de la statique pelvienne, elle attendra de la chirurgie un retour à sa sexualité antérieure. Et donc, il va falloir qu'on cible avec elle les objectifs. Et elle sera moins tolérante vis-à-vis d'une dégradation de sa sexualité. Inversement, si une patiente qui a une sexualité de base peu épanouie, elle attendra peu de la chirurgie en matière de sexualité, elle sera plus tolérante vis-à-vis de la dégradation de sa sexualité, et elle sera quand même plus à risque de développer un syndrome dépressif post-opératoire, comme ça a été montré. Oui, ça, c'est voilà, certaines patientes qui, par exemple, cherchent un bénéfice secondaire dans la chirurgie et dans les suites opératoires, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'éviction des rapports sexuels sous prétexte qu'elles ont été opérées. Ça veut dire qu'au départ, elles avaient une sexualité peu épanouie et que la chirurgie signe la fin de leur sexualité, et parce que ça aussi, ça les arrange. Quand on regarde les modèles anglo-saxons sur les objectifs des patientes, donc c'est très intéressant parce qu'en fait, on part des objectifs des patientes, des objectifs des chirurgiens, et on regarde quels sont les objectifs qui sont atteints. Donc là, les patientes, elles vont citer les 10 objectifs auxquels elles veulent parvenir, notamment sur la fonction sexuelle. Et donc au départ, elles émettent leurs souhaits. Voilà. Et quand elles ont dit qu'elles voulaient que ne plus avoir la boule qui les empêche d'avoir des rapports parce qu'elle fait obstacle à la pénétration, ben on sait qu'il y a une grande chance qu'elle soit améliorée. En revanche, si elles se plaignent d'une dysfonction sexuelle parce que le vagin leur semble trop large, etc., il y a moins de chances qu'elle soit améliorée. Donc là, on rentre dans vraiment l'analyse de la dysfonction sexuelle préopératoire et l'objectif qu'elles vont mettre en avant pour la situation post-opératoire. Toujours dans cette même étude, le chirurgien, lui, à 2 ans, il a montré qu'il y avait une amélioration de la fonction sexuelle quand il l'avait mis comme objectif, avec une augmentation constante dans le temps jusqu'à 2 ans. Donc il faut se donner un peu de temps pour évaluer la fonction sexuelle. La patiente, elle a un objectif un peu moins atteint, juste à 67,9%. Pareil à 2 ans, avec, vous voyez, une augmentation croissante de l'atteinte de l'objectif au fur et à mesure du temps. Donc, comment prédire à une patiente une sexualité post-opératoire épanouie? Il faut déjà voir si c'est un objectif principal pour elle, si c'est son symptôme, individualiser les facteurs qui peuvent être corrigés par la chirurgie et savoir comment on va les corriger et l'expliquer à la patiente, et informer la patiente aussi sur les effets adverses ou bénéfiques attendus de cette chirurgie. Et si on pense qu'il y a d'autres facteurs exogènes qui peuvent interférer, s'adresser à un psychosexologue qui va pouvoir nous aider à comprendre et soutenir la patiente. Et bien entendu, appliquer les techniques les moins iatrogènes. Donc là, j'ai proposé un espèce d'algorithme
mais qui quand même met la sexualité un peu en avant dans notre décision de traitement, mais ça semble aujourd'hui incontournable pour les patientes, qu'elles soient sexuellement actives ou non. Et j'insiste bien sur le ou non, parce qu'en fait, parfois, il faut connaître la raison de l'absence de sexualité. Si elles ont une sexualité épanouie, on va choisir une chirurgie qui préserve au maximum la sexualité. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les patientes à risque d'insatisfaction. Donc, si on fait une voie vaginale, il faudra éviter les myographies serrées et éviter les renforts synthétiques, qui sont un petit peu plus à risque de complications douloureuses. Et si on fait une voie haute, éviter le risque d'exposition et de rétraction en fonction de la qualité vaginale et de la prothèse utilisée et de la mise en place d'une prothèse postérieure. Si elles ont une sexualité absente ou altérée, il faut comprendre la raison pour laquelle cette sexualité est absente. Si elles vous expriment le fait qu'elles ne veulent plus être sexuellement actives, dans ces cas-là, on n'a pas trop de questions à se poser, on peut tout faire. Et on peut notamment faire un colpocléisis qui marche bien ou une chirurgie vaginale avec une large colpectomie. Si elles ont une sexualité altérée à cause du prolapsus, elles sont de bons pronostics en termes de fonction sexuelle post-opératoire. Par contre, si elles ont une fonction altérée pour une autre cause, c'est intéressant qu'elles soient vues avant d'être opérées et ensuite qu'on oriente la prise en charge en fonction de ce qu'elles auront exprimé à la psychosexologue. Donc, pour conclure, en fait, il faut essayer de bien comprendre quelles sont les attentes des patientes en matière de sexualité. Parfois, elles ont du mal à se livrer à ce sujet et passer par l'intermédiaire d'un questionnaire permet parfois de revenir plus en détail sur cette question. Et si la demande est forte et les chances d'amélioration faibles avec la chirurgie, il ne faut pas hésiter à proposer un accompagnement psychosexologique préopératoire. Voilà, je vous remercie. Merci Laure pour cette présentation. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ? Et donc, est-ce que le PISC 12, par exemple, vous l'utilisez en systématique, en pré et en post-op dans votre pratique à la clinique ? Bon, ça fait aussi l'objet un peu de discussions dans les recos qui vont apparaître là, mais en fait, c'est un petit peu compliqué d'utiliser en systématique le PISC 12, c'est quand même assez long à remplir. Par contre, la question sexuellement active ou non, je la pose. Et la raison de la dysfonction sexuelle, sans utiliser un questionnaire, ou de l'absence de sexualité, je la pose aussi. Après, je ne sais pas comment vous faites, vous, pour l'évaluer. Est-ce que vous utilisez systématiquement un questionnaire ? Mais parfois, c'est un peu compliqué d'utiliser systématiquement des questionnaires, quand même. C'est un peu lourd. On arrive à les proposer dans des contextes d'essais cliniques en cours d'études, mais sinon, en pratique courante, c'est assez difficile de les proposer en systématique. Après, je ne sais pas, à Nîmes, ils n'avaient pas une tablette, un auto-questionnaire systématique en consultation qui a été développé pour ça. Alors oui, ils l'avaient mis sur un support, mais en pratique, moi par contre, quand je les opère, je leur donne systématiquement les questionnaires. Là, avant intervention, je leur donne systématiquement les questionnaires. Mais quand je vois une patiente pour la première fois, que je ne sais pas si je vais l'opérer ou pas, la discrimination, je la fais sur une question simple. Après, l'autre question qu'on pourrait se poser, parce que la sexualité ne se résume pas qu'à la pénétration, il y a aussi les autres modalités à interroger dans notre pratique en pré et en post-opératoire aussi. À partir du moment où il y a une dysfonction sexuelle qui est signalée, ça vaut le coup de rentrer dans le détail de la dysfonction sexuelle, je pense. Enfin, parce que, et si on ne se sent pas de le faire, on peut très bien référer à un psychologue sexologue. Mais ça vaut le coup quand même de rentrer dans le détail de la cause de la dysfonction sexuelle pour que, si c'est un motif important aussi de consultation par rapport au prolapsus, etc., qu'il n'y ait pas après un malentendu en post-opératoire sur un défaut d'atteinte des objectifs de la patiente. Ok, merci. On va continuer par la présentation du docteur Martin sur l'accompagnement psychosexo-rééducatif autour de la chirurgie du prolapsus.
Donc le docteur Martin, qui est sexologue au CHU de Lille. Alors, il y aura sans doute des redites avec les cours, les deux enseignements précédents, celui du docteur Panel et du docteur Bocan. Donc, je vous présente l'accompagnement psycho-sexo-rééducatif autour de la chirurgie du prolapsus génital. Donc, merci pour l'invitation aux organisateurs de la session CIFUD. Alors, le prolapsus génital, un problème tabou et fréquent qui touche presque une femme sur deux à un moment de sa vie, à n'importe quel âge, et ses étiologies sont plurielles. Les prises en charge doivent donc l'être également et pluridisciplinaires. Seulement 10 à 20% des femmes seront opérées, laissant une large place aux prises en charge médicales. La sexualité étant un paramètre essentiel de la qualité de vie globale, sa prise en considération est devenue incontournable. Alors, l'évaluation de la santé sexuelle en pré- et en post-opératoire donc se fait aux deux moments. Ça a déjà été dit juste avant et c'est vraiment idéalement comme ça qu'il faut faire. Donc le prolapsus peut impacter la sexualité par le retentissement esthétique, donc une zone génitale modifiée, altérée, vieillie, relâchée, voire béante, mais aussi dans son aspect fonctionnel, avec la gêne, la pesanteur, la lourdeur, la sensation d'obstacle à la pénétration, mais encore dans son aspect psychologique, avec cette notion quand même qui est terrible de descente d'organes, de corps lâche qui lâche, avec toute la symbolique possible de la perte d'un organe possible, important dans cette zone de la féminité, de l'intimité, comme s'il cherchait à s'échapper. Donc, il est essentiel d'évaluer l'existence de troubles des continences ou rétentionnels associés, avec un avis médical complémentaire rendu nécessaire auprès des spécialistes des autres sphères si besoin, du fait de leur retentissement important également sur le plan sexuel, car cela va renforcer la perte de confiance en soi et du sentiment de féminité. Enfin, il est important de ne pas oublier donc les complications chirurgicales qui peuvent être post-opératoires, que ce soit les dyspareunies, les phénomènes douloureux. Tout ça a été dit. Alors, par rapport à l'évaluation de la sexualité, donc pourquoi, comment, donc ça a été développé juste avant, pour des raisons scientifiques évidentes. L'utilisation des scores et des questionnaires est essentielle selon les recommandations et apporte une dimension scientifique et reproductive qui permet standardisation et comparaison de l'évaluation des troubles sexuels selon les techniques opératoires utilisées. Les dysfonctions sexuelles secondaires au prolapsus ou à sa prise en charge chirurgicale seront ainsi mieux explorées, documentées, permettant la publication d'études à haut niveau de preuve. Ensuite, pour le patient, car il est devenu un acteur essentiel, central du choix thérapeutique, l'information patient est donc incontournable et idéalement se veut la plus exhaustive possible. L'aspect sexuel doit être abordé dans ce cadre. Mais encore pour nous médecins, pour mieux connaître les complications chirurgicales post-opératoires et adapter nos pratiques. Et pour venir à viser de dépistage, ça a été dit également, afin de dépister les troubles sexuels et de les faire prendre en charge. L'utilisation d'un questionnaire est plus facile qu'aborder le sujet spontanément pour des soignants n'ayant pas l'aisance ou le temps nécessaire pour aborder la question. Alors un exemple du PISC, mais ça a été du coup, ça a été donc exprimé avant, qui explore aussi bien les altérations de la sexualité féminine en termes troubles de l'excitation, de l'orgasme, des douleurs, mais aussi les émotions négatives et la dysfonction érectile du partenaire et une éventuelle éjaculation prématurée. Mais ce qui a été dit également, c'est que la sexualité est influencée par de multiples autres facteurs et qu'il existe une grande variabilité des résultats dans les études. Et c'est vrai qu'une patiente, par exemple le FSFI, aussi le score de satisfaction sexuelle féminine, s'il n'y a pas eu de rapport dans les 4 semaines qui précèdent le remplissage du questionnaire, les scores sont très très pauvres, alors que la patiente peut ne pas avoir eu de sexualité pour une raison autre qu'une complication post-opératoire. Alors cette diapo pour illustrer la multitude des situations cliniques possibles, nous y retrouvons des facteurs de risque dont certains sont modifiables et d'autres non. La prise en considération de la situation clinique et de ces facteurs de risque va influencer notre stratégie de soins et complète et va plus loin que le dépistage simple via des questionnaires. Alors Sylvie a 57 ans, elle présente une cystocèle et une rectocèle stade 2-3. Alors elle peut être en couple depuis 35 ans avec JP qui a un problème de prostate, d'érection. La sexualité n'a jamais été investie et elle exprime « je suis bien tranquille avec ça ».
Maintenant, Sylvie peut être en couple aussi depuis 35 ans avec une sensation de perte de féminité, une sécheresse, une dyspareunie associée depuis l'installation de la ménopause. Et elle exprime « Nous sommes affectés par la situation, la sexualité a toujours été importante pour notre couple ». Enfin, elle peut être en couple que depuis 1 an et elle exprime « Je n'ai jamais eu d'orgasme de ma vie, mon mari n'était intéressé que par la pénétration, mon plaisir est important pour mon nouveau partenaire, je découvre cela ». Donc nous avons tout de même une majorité de patientes ménopausées ou en cours de ménopause, mais également des patientes qui consultent pour ce symptôme en postpartum tardif, donc des périodes de vie pas toutes simples, avec par exemple Céline qui a 35 ans, qui a accouché récemment, enfin ces dernières années, 4 accouchements avec des bébés entre 3,8 kg et 4,5 kg. Elle est en couple depuis 7 ans, avec un syndrome de relâchement vulvaire et vaginal associé, la peur d'une séparation, elle se dit très abîmée par les grossesses et n'ose plus se montrer nue. Ou Agathe, 28 ans, qui a des antécédents de spina bifida opérée à la naissance, des troubles de la sensibilité pelvienne, un prolapsus extériorisé, avec une jouissance possible par la stimulation des mamelons. Alors, en deuxième partie, l'évaluation sexologique. Donc, attardons-nous sur cette dimension. Les études montrent unanimement que les patientes et les patients souhaitent voir le sujet de la sexualité abordé par les médecins. Donc, abordons le sujet, soit en consultation classique, le médecin ou le chirurgien peut aborder cette dimension. Cela demande peu de temps et permet un état des lieux, une évaluation d'une demande de prise en charge en sexologie. La prise en charge peut être, ou l'évaluation plus complète, et peut avoir lieu en consultation de sexologie ou de santé sexuelle pour offrir une approche individualisée et globale de la patiente et de son couple, vraiment une rencontre avec l'intimité de ces femmes. Alors, les interrogations auxquelles nous chercherons des réponses sont comment va cette patiente, comment va son partenaire et comment va le couple. Cet état des lieux peut être rapide en consultation classique, on vient de le dire, ou approfondi en consultation de sexologie, avec ces 4 axes de réflexion non spécifiques d'un trouble sexuel en lien avec un prolapsus. Donc l'axe médical, l'axe personnel, l'axe conjugal et l'axe social. Alors l'axe médical donc, élimine une organicité associée, donc je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais si il y a une ménopause, donc un climat hypoœstrogénique, un SGUM, il faut le prendre en charge également. Sur le plan personnel, bien sûr, le retentissement sur l'estime de soi, la confiance en soi, la modification du corps, l'état psychologique, ça a été donc développé également. Il est important quand même de garder en tête que dans certains cas de prolapsus chez des femmes jeunes, qui associent souvent des difficultés à l'exonération ancienne, des troubles de la motricité intestinale avec parfois des heures passées dans des efforts de poussée sur les toilettes et une focalisation dans cette zone de différents symptômes, des vulvodynies, des infections urinaires à répétition, des tas de symptômes donc, qui vont se focaliser dans cette zone, l'abord vraiment de problématiques d'antécédents de violences sexuelles ou d'événements juste intrusifs corporels est important, est essentiel. Parfois, ces patientes arrivent tardivement en consulte sexologie et elles sont déjà multi-opérées. Donc, certaines conduites doivent nous alerter avec cette notion de complexité de la symbolique de ce qui peut entrer et sortir de ce corps et d'entendre ce corps bavard. Donc, sur le plan social, la famille, l'aspect professionnel, l'aspect amical et bien sûr une analyse conjugale. Alors, selon le DSM-5, les troubles chez la femme, donc ça a déjà été évoqué avant, donc sont classés en troubles de l'intérêt pour l'activité sexuelle ou de l'excitation, troubles liés à des douleurs génitopelviennes ou à la pénétration et troubles de l'orgasme. Donc, je reprends un peu l'abord sexologique de ces différents points juste après. Donc, concernant le désir et la réceptivité, donc ici, le cercle vertueux de la réponse sexuelle féminine de Rosemarie Basson de 2001 qui illustre un niveau basal, spontané de désir qui, en présence d'un stimuli adapté du ou de la partenaire, sur le plan qualitatif, sur le plan quantitatif, dans un moment adapté, c'est-à-dire pas toujours le même stimuli, un stimuli qui pourrait être sensuel, créatif et qui va éveiller sa réceptivité. Donc une réceptivité certes psychique, mais aussi corporelle, avec un désir qui va être modulé par différents filtres. Et ces filtres sont influencés par des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques, mais aussi éducatifs. Et ce désir basal va pouvoir évoluer vers un désir construit
avec ou non une excitation subjective. L'excitation renforce le désir et facilite l'accession au plaisir pour un bien-être personnel, pour un bien-être à deux, avec la construction donc, de scripts corporels et cognitifs comme une mémoire des apprentissages et des expériences, pour permettre l'amélioration de sa réceptivité et donc l'expression de ce désir, et la boucle est bouclée. Le prolapsus ou l'incontinence associée sont des filtres psychologiques bien sûr négatifs. N'oublions pas que l'organe principal se situe tout de même entre les deux oreilles et que le cerveau participe à la création de ces scripts cognitifs et corporels positifs et négatifs qui influencent le rapport à la sexualité. Pour certaines patientes, la sexualité est un espace de jeu, de créativité. Pour d'autres, comme l'a déjà dit une patiente, quand mon partenaire approche, je pense au tableau Le Cri de Munch. De manière plus large, le rapport au plaisir en général est important par rapport à la sexualité et va être influencé par différents paramètres éducatifs, religieux, troubles du comportement alimentaire avec dysmorphophobie, difficulté de lâcher prise. Et les réactions cérébrales sont en lien avec le vécu de la vulve elle-même et au sens qui va être attribué au prolapsus. Alors qu'est-ce que ce prolapsus me raconte de moi ? N'oublions pas également que la région périnale est un centre émotionnel, lieu de représentation négative et de fausses croyances autour de la vulve et du vagin, lieu d'expression d'événements personnels conscientisés ou non, lieu d'expression de transmission ou de non-transmission transgénérationnelle d'événements familiaux. C'est un centre de plaisir, d'orgasme, de féminité, d'échange de vie, mais aussi pour certaines, le vide, le tabou, l'interdit, la honte, la culpabilité, le dégoût. Le périnée est vivant. Alors quel impact en lien avec le prolapsus en termes de symbolique de la vulve ? N'oublions pas que de manière générale, le sexe féminin doit être valorisé dans sa variété. Il est certes difficile à visualiser, mais il faut apprendre notamment aux jeunes femmes à le connaître, avec l'importance de se l'approprier, de l'aimer, pour mieux le partager avec sérénité. Quand je l'ai décidé, ça fait partie du consentement. Et de rappeler donc aux patientes la normalité de leur vulve dès que cela est possible. Les difficultés que vous rencontrez ne sont pas du tout apparentes au niveau de votre vulve et parfois il y a des gros prolapsus et quand on examine les patientes, on peut vraiment les rassurer sur cet aspect vulvaire parce qu'il y a une grosse fantasmatique qui peut se développer chez ces patientes pour apprendre une forme de réconciliation avec cette zone génitale ou apprendre à être soi autrement. Alors quel impact en lien avec le prolapsus en termes de symbolique du vagin? Donc on l'a déjà dit juste avant, une descente d'organes par le vagin avec une érotisation qui peut être difficile. Il existe finalement assez peu de dysparonies préopératoires et elles semblent plus fréquentes en post-opératoire. Et sur le plan psychologique, donc la symbolisation du vieillissement, du glissement, de perte de féminité, de corps abîmé, de dépression et de perte de confiance. Or, il est important de noter que pour pouvoir avoir du désir, il faut se sentir désirable. En ce qui concerne le plaisir, il semble peu touché donc, par le prolapsus et sa prise en charge chirurgicale. Nous pouvons nous interroger concernant les corporaphies antérieures avec remaniement de la zone urétro-clitorido-vaginale. Et donc ici, cette courbe d'excitation sexuelle, encore de Rosemary Basson, qui nous rappelle, donc je vous rappelle quelques points sur cette courbe, la sexualité diesel de la femme, qui a plutôt une phase réfractaire au début, alors que la phase réfractaire chez l'homme est plutôt post-orgasmique, avec une charge mentale qui va être plus importante dans ce contexte de prolapsus, des difficultés de lâcher prise, des difficultés de centrage sur le plaisir, attention de ne pas sortir de son corps et se placer en auto-observation de ce que l'autre pourrait voir, penser. L'occasion de rappeler aussi qu'il existe une phase de myotonie pré-orgasmique avec cette sensation de traction de la vessie vers le haut, de serrement du vagin, qui mène vers l'orgasme, plus complexe également en cas de prolapsus. Mais aussi que ce cycle de réponse sexuelle féminin est circulaire, donc multi-orgasmique, et plus opérationnel en dehors de la pénétration que pendant, c'est-à-dire plus opérationnel lors de stimulation externe. Alors ce schéma qui rappelle que le prolapsus va fragiliser l'image du corps, a un retentissement psychique, altérer le désir et la réceptivité, perturber la réponse sexuelle, altérer la satisfaction personnelle, l'intimité émotionnelle du couple, avec un contexte émotionnel et personnel qui sera modifié.
Alors, ne pas oublier de valoriser le plaisir dans notre prise en charge, qui est l'objectif principal finalement de la sexualité. Le clitoris n'est pas touché par ce prolapsus, bien amarré par ses corps caverneux à la face interne des branches ischio-pubiennes et à la symphyse pubienne par le ligament suspenseur du clitoris. Alors, je vous recommande ce livre Jouissance Club de June Pla, que beaucoup doivent connaître, qui reprend la grande diversité des zones érogènes de proximité et d'autres encore plus loin que la zone génitale. Difficile de parler de plaisir sans une diapo sur la masturbation qui permet de se connaître, donc chez les jeunes filles, mais aussi de se reconnaître, de s'approprier, de se réapproprier son anatomie, avec un rôle positif global sur le plan personnel, émotionnel, la dépression, les céphalées, sur l'équilibre global, et qui permet de se donner ou de se redonner confiance, et qui va permettre de faciliter le déploiement du plaisir et du désir. Alors, les douleurs, maintenant, donc le plus souvent en post-opératoire, on l'a dit, notamment dans les réparations qui seraient plus postérieures, moi, d'après ce que j'ai lu. La réduction de la longueur du vagin après la chirurgie aurait un impact limité sur la sexualité. En cas de douleur au niveau du fond vaginal, donc j'ai découvert ça assez récemment, on pourrait utiliser des O-nuts que j'ai conseillés à plusieurs patients en silicone pour raccourcir la taille du sexe masculin. On peut également y placer une main à la base de la verge pour que la douleur du fond vaginal soit plus limitée. Le rétrécissement semble plus douloureux donc, que la réduction de longueur. Et en tout cas, idéalement, l'évaluation sexologique devrait être assez tardive, 6 à 12 mois après la chirurgie. L'évaluation doit certainement inclure le partenaire ou la partenaire. Et donc, de rappeler également ce qui a été dit, c'est que le taux de dyspareunie est déjà bien élevé en population générale. Alors, s'il y a des douleurs à la pénétration, donc faire peut-être un petit pas de côté par rapport à la pénétration. Elles sont souvent majorées par la pénétration. Et donc, différents ouvrages aussi que je vous recommande sur la psychologie de la pénétration qui expriment, donc je cite ces livres, que plaisir et reproduction nous invitent à la pénétration, que nature et culture nous y incitent, et que parfois pénétrer, c'est oublier le reste, c'est passer à côté, fuir, cacher les sexes, ne pas les voir, ne pas les toucher, c'est se planquer. On parle d'éjaculation précoce, mais jamais de pénétration précoce, et les préliminaires qui ne sont pas un avant, mais bien un pendant, à exploiter par les deux partenaires aussi, qui permettent une pénétration peut-être moins longue en durée du fait de la stimulation aussi masculine, notamment quand la pénétration est douloureuse. L'orgasme va permettre de préparer le vagin à la pénétration, va permettre la lubrification, la ballonisation du fond vaginal et l'élévation de l'utérus au moment de l'orgasme. Alors, selon les recommandations de l'HAS 2021, cette diapo pour aborder un élément essentiel concernant la reprise de la sexualité après une chirurgie de prolapsus ou toute autre chirurgie dans cette zone par ailleurs. Voici la recommandation. Après chirurgie, en l'absence de symptômes, reprise des rapports sexuels au-delà de 4 semaines post-opératoires. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est plutôt la reprise de la pénétration au-delà de 4 semaines. Et ce n'est pas la même chose. Il serait peut-être plus adapté de remplacer rapport par pénétration et de préciser que vous pouvez en revanche sans problème reprendre une sexualité non pénétrative remplie de plaisir plus rapidement et de les inciter à être créatifs. Alors le colpocléisis, donc ça va de soi que la sexualité est rendue compliquée. Alors en chapitre 3, donc la rééducation. Donc la prescription de kinésithérapie périnéale est très importante en pré- et post-opératoire et c'est important d'avoir de bonnes adresses. La prescription dans ce cadre donc, doit mentionner donc, pour des douleurs pelviennes ou des dysfonctions sexuelles une rééducation très globale, comme dans l'approche de la patiente globale, avec une rééducation du rachis lombo-sacré du tronc, des membres inférieurs avec un travail respiratoire, l'étirement des muscles pelvi-trochantériens, travail postural, travail périnéal, et préciser s'il existe des douleurs complexes, et notamment des troubles complexes urinaires, sexuels, gynécologiques et défécatoires. Donc, dans les recommandations, donc, la prise en charge rééducative est indiquée à visée thérapeutique en première intention en cas de prolapsus modéré, et elle peut être associée à la pose d'un PSER. Donc là, je ne vais pas reprendre ici les indications d'un PSER, mais sur les recommandations, nous avons le grand luxe
à l'équipe de Jeanne de Flandre, donc déjà de pouvoir travailler avec les médecins de la douleur de Hurier, mais aussi de bénéficier d'une consultation PCR spécialisée par une sage-femme mise en place par le professeur Cosson. Donc les continences et les troubles rétentionnels, donc je ne m'attarde pas non plus dessus. Ça a déjà été évoqué donc en début de présentation, mais ils vont amener à une désérotisation de la zone et demandent une prise en charge multidisciplinaire. En conclusion, une prise en charge pluridisciplinaire avec une patiente informée et actrice de sa prise en charge qui va être au centre de cette équipe pluridisciplinaire de gynécologues, médicaux, chirurgicaux, kinés, sages-femmes, gastro-entérologues, urologues, psychologues, médecins de la douleur, ostéopathes, consultes PCR. Voilà. Alors, je vous recommande aussi le site de l'AFREP, qui est l'Association française de rééducation en pelvipérinéologie. Il est facile d'y trouver les coordonnées de correspondants de secteur. Et également pour l'orientation vers les sexologues. Donc la sexologie est une compétence complémentaire d'une profession initiale, c'est-à-dire qu'il y a des sages-femmes sexologues, des gynéco-sexologues, des psychologues sexologues. Et voilà, on peut sur le site de l'AIUS trouver vraiment des correspondants de secteur. Les études montrent qu'avoir des correspondants permet un abord plus facile du sujet et donc une orientation plus fréquente. Bon, j'ai parlé un peu vite, excusez-moi, mais j'avais peur de ne pas tenir dans le temps imparti. Merci beaucoup de votre attention. Bon, merci pour votre présentation. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Donc, en attendant quelques questions, en fait, la sexualité, c'est aussi assez culturel. Comment vous, en tant que sexologue, vous gérez tout ce qui est médiatisé par rapport à, par exemple, des dispositifs de resserrement vaginal qui est proposé surtout en ligne et discuté dans les réseaux sociaux? Quel est votre discours? Proposé sur quoi, excusez-moi? Des dispositifs de resserrement vaginal pour améliorer le plaisir sexuel. On en parle beaucoup dans les réseaux sociaux. Et où vous avez dit dans les réseaux sociaux et oui, dans les médias aussi, dans les médias. La presse. Alors c'est vrai que ce qu'on appelle parfois la béance, moi je reprends souvent ces syndromes de relâchement plutôt que parce que le terme est déjà aussi très violent. Reste un problème pour nous dans nos prises en charge. Alors, nous, on n'a pas de dispositif spécifique, donc je ne sais pas si j'entends bien votre question, mais c'est vrai qu'en général, on a tendance à essayer la radiofréquence, le laser, à viser de rejuvénisation de la zone vulvo-vaginale, et quand ce n'est pas suffisant, donc c'est une prise en charge chirurgicale, ou alors parfois on fait secondairement après la prise en charge chirurgicale le laser ou la radiofréquence. Voilà ce que je réponds à la question. Non, en fait, il y a eu récemment une influenceuse qui vantait un produit sur les réseaux sociaux pour améliorer la sexualité. Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Non. Et c'était un produit à base de quoi? Un dispositif en plastique, en fait. En plastique. Oui. À mettre dans le vagin, du coup. Oui, pour améliorer le plaisir de l'homme. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais... Certains d'entre vous ont... Oui, je n'ai pas eu vent de ça, en fait. Mais c'est vrai que nous, on a quand même des pertes de sensibilité parfois ou des syndromes de relâchement qui ne sont pas toujours évidentes à prendre en charge. Et c'est vrai qu'on va vraiment travailler justement sur le fait que le plaisir de la femme va vraiment être plus facilement développé par des stimulations externes. Ça n'empêche pas qu'on essaye vraiment par la kiné, par la radiofréquence, le laser, la chirurgie. On y associe parfois du lipofilling pour resserrer en fait. Ce qui est un peu gênant, c'est quand elles reviennent en nous disant c'est bien, mon mari est content. En fait, c'est que en fait, il faut qu'elle le fasse aussi pour elle. Enfin, c'est cette notion-là aussi qu'on développe et il est important du coup d'entendre la demande et de rediscuter de la manière globale d'envisager la sexualité, de son plaisir à elle, de l'interaction. Donc, Ok. Écoutez, merci.
c'est intéressant parce que ce qu'on étiquette les béances vaginales, c'est déjà un terme aussi qui est quand même d'une violence aussi, je trouve. Il faudrait arrêter d'utiliser ces termes-là. Relâchement, c'est suffisant déjà. Ça pourrait être suffisant, c'est vrai, mais ça peut être des termes qu'on utilise en consultation, nous, avec les patientes, et on est interpellé, en tant qu'homme, en plus, plutôt par le côté bruits vaginaux et puis diminution de sensations. Ça, c'est des choses qu'on va nous dire assez facilement, mais je vois bien aussi que on n'arrive pas à aller très loin dans l'intimité de nos patientes. Bon, c'est des consultations aussi où on est peut-être un peu pressé et où en tant qu'homme, on a peut-être moins de clés aussi pour ouvrir les problèmes des patientes. Et je vois bien quand on t'envoie, moi j'envoie systématiquement mes patientes avant des chirurgies de relâchement ou de béance, parce que je trouve qu'on les évalue très mal finalement et qu'on a des idées pas toujours claires entre le retentissement, je dirais presque physique, lié au bruit aérique, vaginaux, c'est un problème, mais les troubles sexuels derrière en général sont bien plus importants et pas toujours mis en avant, et la chirurgie les règle pas toujours, loin de là. Et donc je trouve qu'on a vraiment besoin de travailler ensemble sur ces situations qui sont un peu compliquées d'évaluation et dans lesquelles c'est une espèce de fourre-tout, ce relâchement, je trouve, de notre point de vue, avec une évaluation qui est très subjective et pas du tout objective, même chirurgicale. C'est-à-dire, on n'a pas de dimension normale, on n'a pas de chiffres et de capacité à évaluer une largeur normale ou anormale. Finalement, le médecin qui fait l'examen clinique, c'est lui qui décide si c'est normal, pas normal, et si on peut faire plus ou moins. Et je trouve que c'est pas du tout satisfaisant, en tout cas, je trouve, dans cette prise en charge. C'est vrai qu'on associe différentes choses ensemble. Après, c'est vrai qu'on essaie d'élargir. Après, il y a des patientes vraiment qui vont s'adapter à la situation et mettre en place des stratégies adaptatives, et d'autres pour qui, non, vraiment, ce qu'elles veulent, c'est le plaisir en dehors. Ça n'a jamais été leur truc. Alors, comme je leur dis, c'est quand même bien d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et justement, même si c'était plus comme ça avant, ça peut enrichir, et on peut... Du coup, c'est cette notion d'être créatif et développer des nouveaux scripts qui évoluent, qui se construisent à l'adolescence, mais qui sont évolutifs toute la vie. Et justement, il y en a pour qui, oui, ça résonne, et il y en a pour qui, non, elles veulent que ce soit comme avant et sans changement, sans jamais s'interroger non plus si c'est pas une dysfonction érectile qui peut faire qu'elles ne sentent pas leur partenaire, parce que ça va. Enfin voilà, souvent elles culpabilisent, et c'est souvent. Et comme si nous, on avait parfois, on n'est pas des dieux, on n'a pas la solution miracle à tous les problèmes, et du coup, elles doivent quand même changer d'angle de vue et faire un pas de côté par rapport à la situation. Okay. Bon, merci beaucoup pour votre présence. Donc, on va s'arrêter pour la pause une trentaine de minutes, et on reprend à 16h30.